français, malgré son jeune âge. C'est également un cher ami, parce qu'on est ensemble dans le même laboratoire. Et je commencerai par la fin, parce que je sais qu'il y a ici certains qui sont intéressés. Son dernier livre va paraître chez Odile Jacob, qui porte comme titre « L'atome et la France, aux origines des techno-sciences françaises ». C'est seulement un volet des compétences du professeur Robert Belot. Le professeur Robert Belot est un historien, il a fait ses études et a passé sa thèse à l'école de hautes études en sciences sociales. Et ensuite, il a eu son H2R à Sciences Po. Depuis, il s'est intéressé, bien entendu, aux problèmes liés au changement technique et ses implications au niveau social et politique, mais il s'est intéressé aussi, et dans ce domaine-là qu'il est le plus connu, comme historien de la Seconde Guerre mondiale et comme historien de la construction de l'Europe. Il a écrit encore 2 livres qui sont bien connus, notamment le livre sur Freinet et un livre sur la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale, sans parler d'autres, par exemple la Deuxième Guerre mondiale sur les nuls. Pour les nuls, c'est toujours lui l'auteur. Alors, il y a eu une série de circonstances qui ont fait que j'ai pu convaincre Robert Belot, qui, je connaissais, portait un grand intérêt à un grand Européen, qui est Grégoire Graffencourt. Et cet intérêt, il a pu ensuite le déterminer à venir et à consulter ce trésor de cette caverne d'Ali Baba qui est la bibliothèque et les archives de Freiburg. Et à Freiburg, on a trouvé justement un manuscrit inédit de Grégoire Graffencourt qui est son journal de 1954 à 1957, et ce texte inédit constitue en fait la base de la communication de Robert Belot d'aujourd'hui, où on voit, et lui il a été très étonné, on a eu des longues conversations ensemble, de la présence et du rôle et de la vision de ce grand Européen et ce grand Roumain et ce grand combattant pour les valeurs et pour la liberté qui a été Grégoire Graffencourt. Et voilà le sujet que Robert Belot va traiter ce soir, et je veux lui rendre encore une fois hommage. Il a fait la même chose la semaine dernière, mais d'une manière un peu plus courte. La conférence à Freiburg qu'il a prononcée samedi dernier était réduite à une demi-heure. Cette fois-ci, il a toute une heure à sa disposition pour entretenir de ce grand Roumain qui est Grégoire Graffencourt. Merci Robert. Merci. Bien, merci Monsieur le Président et cher ami. Je suis très heureux d'être ici parmi vous. Et je me permets de saluer rapidement... Plus fort. Je me permets de saluer... Si tu veux un micro, on en a. Non, ça va aller, ça va? Oui. Je me permets de saluer l'action d'Alexandre Héla, que je connais comme chercheur. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais que je connais aussi comme citoyen engagé, européen engagé, roumain engagé, français engagé. Et j'apprécie beaucoup justement tout ce qu'il a développé pour mieux faire connaître la Roumanie en France, développer le lien franco-roumain, qui est un lien très fort, très important, mais malheureusement, merci Alexandre, malheureusement, qui ne fait pas l'actualité. Et c'est peut-être par l'histoire, par le détour de l'histoire, qu'on pourra peut-être mieux apprécier
la relation forte qui a toujours existé entre la France et la Roumanie, et puis découvrir un personnage qui est roumain, bien sûr, qui s'appelle Gafencu, mais qui en même temps a joué un rôle très important en France. Vous savez qu'il était marié à une Française, mais qui, après l'exil suisse et américain, se retrouve en France. Et c'est là où va rédiger ce journal que nous avons découvert, effectivement, grâce à toi, à la bibliothèque roumaine de Freiburg-en-Brisgau. Alors, je connaissais Gafencu de nom, depuis avant de te rencontrer, désolé. Et puis je m'étais toujours dit, mais ce type, il est génial. J'avais lu ses bouquins. Et je me dis, mais il n'y a strictement rien sur ce monsieur. Donc moi, j'aime bien aller là où il n'y a rien, mais là où je pense qu'il y a quelque chose d'important. Et ce qui m'avait fasciné, je vous montrerai la couverture de ce livre, de son livre écrit en Suisse, c'est la qualité, c'est le style. Déjà, le style impeccable, remarquable. C'était une époque révolue où les élites étaient cultivées. Premièrement, elles connaissaient l'histoire. C'est fini, ce temps-là. Mis à part quelques-uns, et c'est terminé. Donc là, on a affaire à des hommes politiques qui ont de l'envergure. D'accord ? Et voilà. Et déjà ça, c'est déjà intéressant à relever. Et puis en même temps, ce qui m'intéressait, c'est justement cette vision historique qu'il avait, cette vision de l'Europe et du monde. Et ça, j'ai trouvé ça fascinant. Et je m'étais toujours promis de faire quelque chose sur lui. Donc, la vie passe, et j'ai eu beaucoup de travaux, etc. Et puis, c'est Alexandre Herrera qui m'amène donc à Freiburg, on découvre ça, il me dit, ben voilà, est-ce que tu veux en parler? Bien volontiers. Je suis très honoré et heureux de pouvoir, d'avoir pu, grâce à toi, en fait, mieux connaître Gafencu. Et c'est aussi de mieux le faire connaître. Tu as besoin de, oui. de la translation, voilà. Alors ça, c'est ses notes d'avant-guerre, hein, c'est ça? Oui. Ses notes d'avant-guerre. Il aimait bien écrire, hein, c'était vraiment un écrivain hors pair. C'est en roumain, mais si on pouvait faire quelque chose en français, ce serait vraiment avec plaisir. Je suis prêt, tu sais, à t'apporter ma contribution. Donc, j'ai un peu de retard pour le PowerPoint. Le PowerPoint, c'est pas pour moi, c'est pour vous, hein, pour que vous puissiez, comment dire, et ça, je ne l'avais pas fait à Freiburg, là, je l'ai fait pour vous spécialement. Et peut-être que ça me servira pour un cours que je donnerai sur cette affaire. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas tout. Donc, voilà Gafencu pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que tout le monde ne le connaît pas, même les Roumains, hein, j'en ai déjà fait l'expérience. Et j'ai intitulé ça L'Occident européen, la France vue par Gafencu, donc 1892-1957. Sachant qu'on ne sait encore pas tout sur lui, il y a encore des choses à découvrir, hein, sur notamment toute la période qui précède son activité de ministre. Gafencu, c'est quelqu'un qui entre dans les affaires publiques au plus mauvais moment. Puisque c'est en 1938. Et puis il va jusqu'en 19 mai 40, jusqu'à la guerre. Il demande à être démissionné et il est ensuite ambassadeur à Moscou jusqu'en juin 1941. Voilà. Et en tant que ministre, il va faire la tournée des popotes. Il va aller en Pologne, il va aller en Allemagne, il va aller en France, en Angleterre, etc. Et c'est l'objet de son livre, Dernier jour de l'Europe, un voyage diplomatique en 1932, qui est publié, qui a été écrit pendant la guerre, et qui est publié à la LUF, c'est-à-dire la librairie universitaire de Fribourg, Fribourg en Suisse, enfin, pas Freiburg, Fribourg. C'est un livre magnifique, tragique, bien entendu, mais extraordinaire, parce qu'il nous entraîne au cœur de la discussion diplomatique, parce qu'il a rencontré les plus grands, et notamment Churchill, c'est quand même pas rien. Et donc c'est un point de vue très intéressant, et je regrette qu'il n'ait jamais été utilisé par des historiens français ou anglais en particulier. Ce livre, donc, que j'ai lu il y a très longtemps, s'appelle donc Dernier jour de l'Europe, un voyage diplomatique en 1938. Dernier jour de l'Europe. La question, c'est pas que la Roumanie, c'est pas que la France, c'est déjà l'Europe. Et oui, c'est l'effondrement de l'Europe. C'est l'effondrement d'une certaine Europe qu'il va essayer de faire renaître après la guerre, et que nous essayons aussi de faire renaître.
une Europe démocratique, transparente, qui a des valeurs. L'Europe, c'est pas simplement un syndic de copropriété. Je pense que tu es d'accord avec moi. C'est des valeurs, c'est une histoire, c'est une identité. C'est comme le disait Lucien Febvre. Lucien Febvre, c'est un grand historien, je ne sais pas si c'est historien ici, mais c'est un des plus grands historiens mondiaux, si je puis dire, qui a créé l'école des Annales. Il disait, il a fait une série de cours au collège il était prof au Collège de France, et il a fait un cours en 44-46 qui s'appelait La civilisation européenne. Et il dit, c'est quoi l'Europe? Parce qu'on se pose beaucoup de questions à ce moment-là. Il dit, l'Europe, c'est des institutions et une civilisation. Et je trouve qu'elle est toujours actuelle, cette définition. Ne l'oublions pas, ce n'est pas que des institutions, ce n'est pas du business, c'est pas que du business, c'est aussi ça bien sûr, mais c'est aussi une civilisation. C'est pas moi qui le dis, c'est le grand historien Lucien Febvre. Et Marc Bloch aussi, il a dit de la même manière. Donc, qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre, au cœur de l'action, le danger géopolitique et philosophique. Et je crois que ça, c'est très important, ne serait-ce que pour comprendre l'Europe d'aujourd'hui. Un historien ne travaille pas pour l'histoire, pour le passé, il travaille pour le présent et pour l'avenir. Ça, il faut bien le comprendre. En tout cas, moi, je me définis comme un historien du temps présent. Et voilà, danger géopolitique. Danger géopolitique, effectivement, c'est l'hitlérisme qui fait peser une menace terrible sur l'équilibre européen, un équilibre fragile. On essayait après la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, dont se sort très bien la Roumanie, en fait. La Roumanie est le grand bénéficiaire, si j'ose dire, de la Première Guerre mondiale. Certes, elle était dans le bon camp, mais voilà, il y avait une cohérence, c'est cette cohérence, cette unité élargie, qui va être mise à mal par la guerre. D'un côté, les soviétiques, de l'autre, les nazis et d'autres pays, type la Hongrie, la Bulgarie, etc. On va rogner, en fait, c'est un processus de dépeçage, en fait, qui va être mis en place. Donc il y a un équilibre fragile, on le voit bien au moment des accords de Munich. On a rêvé d'une société des nations, c'est-à-dire une organisation type ONU, mais réduite. Malheureusement, ça n'a pas marché. Parce que déjà les Américains ne sont pas dedans, et puis Hitler et Mussolini vont se retirer de la SDN, Société des Nations. Premier essai de création d'une communauté internationale. Les accords de Munich, c'est quoi? C'est un drame européen. Et il le dit bien, Gafenkou, que c'était dramatique, parce qu'on a, comment dire, laissé Hitler manger une partie de la Tchécoslovaquie. Alors c'est pas tant la Tchécoslovaquie en tant que telle, qui est un pays qui est né, comme vous le savez peut-être, après la Première Guerre mondiale. Mais c'est une certaine idée de l'équilibre européen. Et puis c'est la question du respect des traités internationaux. Donc, les Anglais et les Français en particulier vont accepter donc, le fait que Hitler ait pris possession des Sudètes, et on pense que l'Europe va s'en tirer. Et pendant ce temps, les puissances occidentales espèrent reforger l'épée qui va défendre l'Europe de l'hitlérisme. On va profiter du temps pour reconquérir de la puissance militaire, économique, etc. Malheureusement, Hitler ne nous en a pas laissé le temps. Peut-être qu'à un an ou deux près, la guerre eût été peut-être différente. Il fallait 2 ans à la France et à l'Angleterre pour se reconstituer. Bon, mais la France était, je le dis sincèrement, la France était livrée à des chefs militaires qui ont conduit à la catastrophe. Il ne suffit pas seulement d'avoir des moyens, il faut avoir de l'intelligence pour adopter une stratégie, une doctrine efficace. Or, le maréchal Pétain, qui n'était pas chef de l'État à l'époque, qui était le plus ancien dans le grade le plus élevé, c'est lui qui définissait la stratégie, mais lui, il en était resté à la guerre de 1871, la guerre franco-prussienne. Donc voilà aussi pourquoi. Donc il aurait fallu plus de moyens et une stratégie intelligente. Malheureusement, pour la France, ça n'a pas été le cas. Mais, donc les accords de Munich, c'est 1938, et dès le mois de mars 1939, Hitler viole ses propres promesses.
Et c'est là où Gafenkou dit, mais maintenant les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites, on passe d'une politique d'expansion et de réunification des minorités allemandes à une politique d'agression. Donc il dit, là on est en guerre. Et quand il visite les capitales, tout le monde dit, on est en guerre. Là, il n'y a plus d'illusion possible. Et voilà cette phrase que j'ai tirée de son livre qui me semble intéressante. Le grand navire de la sécurité générale, qui depuis quelques années faisait eau de toutes parts, s'était heurté à un écueil fatal, il avait sombré en quelques jours. En plus, Gafenkou, il a déformé le sens de la formule. Il a le sens de la formule qui dit tout en quelques mots. Donc pour moi, c'est aussi un grand écrivain français, je dirais. Et ça, c'est extraordinaire. Ça n'existe quasiment plus aujourd'hui. Pas le seul urbain qui Pas le seul urbain. Non, moi je sais pas. Mais je dis, aujourd'hui, il y en a quand même assez peu. Au niveau des hommes politiques, j'ai des tas. Juste parce que je profite, je veux, tout de même, il faut rendre hommage à Gafenkou. Il n'est pas rentré en politique en 1938, mais en 1929, il était déjà ministre. Ouais. Oui, Pour peu de temps, mais il était déjà. Donc, et c'était un fidèle du plus grand parti démocratique roumain, le Parti national paysan. Tout à fait. Oui, c'est une grande figure de ce parti. Mais dans ses œuvres et dans son journal, il est très peu question de politique locale. Local. Voilà. Très très peu. Je pense qu'il le dit, mais il le dit même pas. Il le dit même pas. Et donc, il dit voilà, il y a un homme. Il cite Karl Richard Ganser, c'est un Allemand, Le Reich comme puissance d'ordre européen, voilà, publié à Hambourg, qui décrit effectivement l'Europe d'Hitler. Il décrit l'Europe d'Hitler, et il dit ça en particulier, ça c'est une phrase terrible, mais tout était programmé dans l'hitlérisme. Grâce à ses capacités politiques supérieures, le noyau allemand, en tant que centre déterminant, organise autour de lui une communauté politique, un groupe de territoires allogènes qui peuvent être ethniquement parfaitement autonomes. Dans cette communauté s'allie en une hiérarchisation organique la direction allemande et l'autonomie des peuples étrangers. Donc il y a bien une Europe hiérarchique, non pas une Europe de l'égalité, une Europe hiérarchique, avec au cœur l'Allemagne qui dirige l'ensemble. Voilà. Donc ici, tous ces gens-là, et il a bien compris que ceci n'était pas soutenable. Deuxièmement, un danger philosophique. Et ça, on a tendance à le perdre de vue. Quand on parle de civilisation européenne, on n'ose plus trop exprimer ce terme. Civilisation chrétienne, par exemple. Oui, il ne faut pas oublier que la mission dont les nazis se sentaient investis, c'était de déchristianiser l'Europe. Mais ça, on ne l'a pas assez dit, ça. On ne le dit pas encore assez. C'était une opération que j'appellerais de défondation de l'Europe. C'est-à-dire couper l'Europe de ses racines judéo-chrétiennes, mais aussi couper l'Europe de sa tradition des Lumières. Alexandre et moi, nous sommes des scientifiques, on a travaillé sur la technologie, voilà. Donc on sait que la raison est le cœur du progrès aussi, mais pas que la raison. Mais la tradition européenne, je dirais, on peut toujours en discuter. Pour moi, la tradition européenne, les fondamentaux de l'Europe, c'est à la fois une dimension chrétienne, par l'histoire. Ça ne sera pas très loin, bien sûr. On pourrait parler de Clovis, etc. Et puis une tradition des Lumières, de l'Aufklärung, c'est-à-dire la raison. Et la notion d'égalité, il y a un livre qui est très intéressant que je vous recommande, qui vient de sortir, qui est d'un collègue qui s'appelle, j'ai oublié son prénom, mais qui est Weil, on en avait parlé. Weil, bon, c'est sur la République française. Et il dit que dans la démocratie, il y a des éléments chrétiens, et notamment l'élément d'égalité. Tous égaux devant Dieu, donc égaux devant la loi. C'est sa thèse. Et donc, Gafenkou a compris qu'il y avait un problème de civilisation. En dehors de la question roumaine, etc., il y a d'abord une question de philosophie. Hitler voulait créer un ordre nouveau dans lequel les valeurs anciennes auraient été vidées de leur substance. L'Europe, de son sens historique,
le monde de son équilibre, le droit de la notion d'équité, enfin, d'égalité, la morale du sentiment de charité, la religion de la présence de Dieu. Et ça, c'est une formule qui résume totalement l'essence du projet nazi. Et je dirais aussi que peut-être que les premiers résistants, j'ai fait une conférence, j'ai participé à un colloque mardi dernier, ici à Paris d'ailleurs, sur la résistance chrétienne européenne. Et ce que je développais dans cette conférence, c'est qu'en France en particulier, ceux qui ont vu le plus clair sur le nazisme, avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était des sentinelles chrétiennes, et notamment des gens comme Emmanuel Mounier, le fondateur du personnalisme, des gens comme ça, qui ont bien vu que le danger du nazisme, ce n'était pas seulement un danger d'équilibre de l'Europe, mais un danger philosophique, et qu'on portait atteinte à la personne humaine, et que c'était dramatique, que c'était renier l'humanisme chrétien, l'humanisme européen. Et ça, c'est quand même extrêmement important de le noter. Deuxième élément, bien entendu, il s'intéresse à l'Europe de l'Est. Il dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai intitulé ce chapitre « L'Europe de l'Est désunie et démunie ». Désunie et démunie. Oui, la grande peur des Roumains, on peut le comprendre, c'est de rester seul en tête-à-tête avec le Reich. Ça, c'est dramatique. C'est dramatique. D'être coupé des puissances occidentales, c'est lui qui utilise souvent l'expression « puissance occidentale ». Alors, quand il fait la tournée des popotes européennes, il va voir les responsables et il leur demande ce qu'ils pensent de la situation. Comment on va s'en sortir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et je vous le dis tout de suite, il est très déçu. Il est très déçu. Il découvre que le niveau de conscience, justement, géopolitique et philosophique de ses interlocuteurs, pour l'Europe de l'Est, n'est pas à la hauteur de la situation. Donc en Pologne, il voit le colonel Beck, bien sûr, et il dit cette phrase que